qui serait intéressant aujourd'hui, c'est de revisiter l'histoire des peuples par le biais de l'histoire de l'agriculture. Et ça, je pense que ce serait très riche d'enseignements, parce que systématiquement, on s'aperçoit, quand on fait un petit peu de sociologie ou d'agronomie, que l'histoire des peuples, elle est liée à l'histoire de leur agriculture. Et pour revenir vraiment dans l'historique de l'agriculture, notre modèle, c'est le croissant fertile. Et quand je regarde l'état de délabrement du croissant fertile, je suis complètement estomaqué que ce soit encore un modèle de développement. Que s'est-il passé dans le croissant fertile pour en arriver à un désert? En fait, on a exploité un milieu. Dans la Bible, on parle d'un pays où coule le miel et le lait. Aujourd'hui, quand je vais à Gaza, je ne vois pas trop couler le miel et le lait, c'est plutôt les larmes et les bombes, vous voyez. Et le sang. Voilà. Et donc, on est un petit peu malheureux quand on regarde ça. Et on se rend compte qu'en fait, toute notre histoire de l'agriculture, elle a toujours suivi un petit peu le déclin des sociétés. Et les Romains, ils ont fait des thermes en plein milieu du désert, en Tunisie, en Afrique du Nord. Aujourd'hui, c'est le désert, il n'y a plus rien. Donc, s'il y avait des thermes, il y avait des arbres, il y avait de l'eau. Quand on a commencé à couper les arbres dans ce milieu très sensible, on a perdu l'eau et finalement, on a perdu la terre. Si j'étais un travailleur du sol, je prendrais une bêche et je ferais ça, patiemment dans l'hiver, avec une manière consciencieuse, pour enfuir toute cette saloperie d'herbe qui m'emmerde. Et donc je prendrais mon sol et je le retournerai comme ça. Voilà. Puis ensuite, je ferai à nouveau ça à côté. Donc, on a inventé une multitude d'outils pour faire ce geste, dont l'outil qui paraît être le plus génial aux yeux de nos enseignants, c'est la charrue. Voilà ce qui se passerait. Donc, d'un sol très structuré, très apte à résister aux intempéries, je mets en surface un sol qui l'est beaucoup moins, et qui est, lui, par voie de conséquence, beaucoup plus facile à se disperser. Donc plus facile à éroder, plus facile à se dégrader. Donc le travail que j'ai fait là, qui s'annonce comme un travail, est en fait qu'un geste de destruction, quoi. Malheureusement, on l'a institutionnalisé, quoi. On a considéré que c'était l'élément qui permettait d'améliorer son sol, quoi. Et depuis la charrue, elle a quand même un paquet d'années maintenant, quoi. Ça fait un moment qu'on la bourre en long et en travers dans tous les coins du monde, quoi. Et avec des sols qui sont de moins en moins pourvus en matière minérale, qui sont suroxygénés, donc on brûle la matière organique, qui sont de plus en plus instables, plus la chimie par-dessus qui accélère les processus de dégradation des sols par d'autres phénomènes chimiques. Et donc on se retrouve avec des sols morts, inaptes à résister aux intempéries. C'est la catastrophe, quoi. C'est la catastrophe. C'est la famine dans peu, quoi. Dans très peu. Si on continue comme ça, quoi. Toute la vie de l'humanité tient à cette faible couche de terre arable, on dit, qui peut aller de 5 à 30, 50 cm. Ici, donc le sol qui est fait de deux choses, ce qu'on appelle le CAH, complexe argilo-humique. D'une part, il est fait de l'effritement de la roche-mère. Donc vous avez le rocher, le caillou, le gravier, le sable, le limon, l'argile. On pourra voir toutes ces séquences. Et puis dessus, ce minéral qui lui-même est donc décomposé par le gel, par les conditions atmosphériques, va se décomposer les restes de la vie. Ça peut être des coquillages, ça peut être des excréments d'animaux ou des débris végétaux. Et tout ça, ça donne l'humus qui, ensemble avec le minéral, avec le travail des vers de terre, des micro-organismes, donne le sol vivant.
Aujourd'hui, nos systèmes qui cassent le cycle, qui mettent les sols à nu, qui oublient de capter de la photosynthèse alors qu'il y en a toute l'année, et puis qui finalement détruisent le sol où est hébergée l'entité de recyclage, c'est-à-dire le sol vivant, eh bien, à un moment donné, ils font exactement l'inverse de ce que la nature nous enseigne tous les jours. Donc comment veut-on, à un moment donné, nourrir le monde avec des techniques qui ne sont pas capables d'en copier le b.a.-ba du fonctionnement et du bon sens? La question que je me pose en voyant cette motte de terre, ce bloc de terre, résultat d'un labour, c'est comment une graine peut germer sur une surface aussi lisse et comment la plante peut s'implanter et se développer facilement. À mon avis, en procédant ainsi, on multiplie les difficultés pour qu'une plante pousse correctement. Au sens propre du terme, c'est du béton. Pour arriver à rendre cette motte de terre semable, il va falloir 2 ou 3 passages de tracteur et on va compacter complètement le sol que l'on va travailler. Quand je dis que c'est du béton, on n'est pas loin. Voilà. Et sur tout le volume est hyper compact. Dessous, on arrive à voir un petit peu d'enracinement des adventices qui étaient au bord du talus. Et voilà, toute la surface est compacte. Donc là, on a le labour de l'an passé, et là, on a le labour de cette année. La motte de terre a retourné, la zone de compactage de l'an passé est restée complètement intacte. 15-18 cm. Le compactage de l'an passé, on l'a remis en dessous cette année, on le revoit ici encore. Donc ça, c'est un travail qui a été fait quand même il y a plus d'1 an, et les stries sont restées comme si on avait un fossile vieux de plusieurs milliards d'années. C'est tout à fait impressionnant. Summum du summum, les endroits où le tracteur est passé et repassé, ces zones-là, on les retrouvera dans la culture. Si on revient dans quelques semaines, une fois que la culture sera implantée, à ces endroits-là, les végétaux vont beaucoup moins bien se développer que sur les endroits juste à côté. Et c'est très très flagrant. On reviendra et on pourra facilement le vérifier.